Alors bonjour Monsieur Hoffman, merci de nous avoir pris un peu de votre temps. J'aimerais savoir, première question, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, puis ensuite vous dire quelle est votre profession? Alors, je m'appelle Nicolas Hautement et moi je suis auteur-réalisateur. C'est-à-dire que j'écris des films et ensuite je les réalise aussi. On a vu récemment votre documentaire qui s'appelle Réfugiés, un marché sous influence. Et ma première question serait quel message souhaiterez-vous véhiculer par ce documentaire? Alors, il y en a plusieurs, mais si on devait résumer, ça serait de dire qu'aujourd'hui s'intéresser au parcours migratoire et aux traversées seulement suffit plus. Et ce qui devient intéressant, c'est aussi de comprendre comment tout ça se passe. Et c'est d'aller de l'autre côté et de voir, on voit beaucoup les gens raconter leurs récits de traversées, mais on voit beaucoup moins comment est géré, alors j'aime pas le mot, mais comment en tout cas on s'occupe ou comment les politiques publiques mises en place dans la gestion permettent un petit peu de voir ce qui se passe, quoi. Donc c'est de renverser le prisme en fait. Pour résumer, c'est de voir de l'autre côté comment on gère aujourd'hui la migration. Et pour moi, la question serait peut-on faire du business et de l'humanitaire en même temps? C'est une bonne question, on l'a posée aux gens. Ça paraît très contradictoire comme ça. Tous les gens qu'on a vus vous diront que oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus rentable de confier au secteur privé une certaine forme de gestion humanitaire, que ce soit l'hébergement, l'accueil, la sécurité, et que c'est plus efficace. Le problème, c'est qu'on voit quand on privatise, on confie ça à des entreprises privées qui, elles, ont leurs propres intérêts. Donc si en théorie, on pourrait dire pourquoi pas, confier ça à des gens qui ont une certaine expertise, le problème, c'est que c'est les intérêts des entreprises qui vont être privilégiés et que ce n'est pas forcément les intérêts des États, ou en tout cas d'une certaine manière dans laquelle on voit l'humanitaire. D'accord. Et pour faire un peu la transition, est-ce que vous pensez que les entreprises utilisent les réfugiés comme cobayes pour ensuite toucher un autre public que ce soit la sécurité, comme on l'a vu dans vos documentaires, ou non? Alors c'est un peu là qu'on essaie de trouver les intérêts, on parlait des intérêts avant, il y a évidemment parfois des intérêts d'image, parfois comme Ikea qui associe son image à l'humanitaire, il y a les intérêts de profit comme les très grandes sociétés de sécurité privée, mais surtout ce qui était un peu plus inédit qu'on a découvert, c'est qu'on pouvait utiliser les réfugiés en tout cas comme cobaye. Alors nous ce qui je trouve intéressant, c'est que c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que là la personne qui se pose la question et qui l'affirme, c'est quelqu'un qui est Ben Parker, qui est un ancien des Nations Unies, qui a travaillé dans ces programmes-là et qui maintenant en est sorti et qui lui affirme ça. Et nous, on a eu des gens alors qui sont off en par caméra, mais qui nous ont dit très clairement, ou des entreprises ou des gens des Nations Unies qui nous ont dit que bien sûr que l'un des intérêts des entreprises privées était de pouvoir tester à large échelle, était aussi, c'est-à-dire que c'est pas le seul intérêt, mais était aussi de tester des nouvelles technologies sur des populations non comment dire, des populations qui ne seraient pas mobilisées politiquement. Comment pensez-vous que les Nations Unies, plus particulièrement l'HCR, sélectionnent les entreprises privées pour les appels d'offres? Alors il y a des appels d'offres normalement qui sont publics, c'est censé être assez transparent, donc j'imagine, enfin de ce que j'ai pu voir, qu'il y a un certain nombre de critères qui sont des critères d'efficacité, alors aussi d'éthique. Donc je pense qu'il y a tout un panel de critères, les appels d'offres sont assez transparents, donc c'est comme ça qu'on a retrouvé un certain nombre de choses. Donc voilà, après, je pense que ça reste assez transparent. Et en tout cas, dans le film, nous, on pointe plutôt les dérives que la mode de sélection, dans la mesure où on essaye à chaque fois d'être contradictoire. C'est-à-dire que dans le film, on ne montre rien qu'on ne peut prouver. Donc moi, j'ai aucune preuve que ces entreprises sont sélectionnées de manière déloyale, et donc je ne pourrais pas l'affirmer. Pensez-vous au niveau de l'éthique, qui l'HCR a de l'éthique au niveau de ce documentaire? Il parle beaucoup d'éthique, c'est-à-dire qu'en tout cas, il parle beaucoup de dignité et d'éthique. Mais je pense il y a évidemment beaucoup de gens qui travaillent dans ces organisations qui ont beaucoup d'éthique. Le problème, c'est que c'est des organisations, on a du mal à se rendre compte, mais c'est tellement énorme. C'est des organisations gigantesques. On parle de milliers, avec les sous-traitants, de dizaines de milliers de personnes qui travaillent. Donc en fait, elles sont, malgré elles, prises dans des logiques qui les dépassent. Et je pense que, en tout cas, sans parler d'éthique, il y a un clair manque de transparence. Et que nous, je dis nous parce qu'on était deux à faire le film, on a eu beaucoup de mal à avoir des questions, ce qui est assez étrange pour des organisations qui normalement sont très rodées à la communication et devraient nous donner les informations, nous donner accès aux documents, ou essayer de répondre à nos interrogations ou aux dérives. Ce qu'elles n'ont pas fait, et je pense que malheureusement, si elles sont présentées de manière dans le film comme ça, c'est en partie de leur faute. C'est-à-dire que le PAM, lui, certains ont répondu, voilà, donc on ne les a pas mis parce que ça nous semblait transparent, et eux n'ont pas répondu, et je pense que c'est eux qui, du coup, ont un problème d'image, ou en tout cas de communication. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Mais merci.